Alors, François Bourguignon, ancien, alors lui il a tout, il est ancien directeur de Paris School of Economics, ancien président de l'AFSE, ancien chef économiste de la Banque mondiale, et donc il a absolument tous les casquettes, et il voit, et notamment ce qui va être très, très intéressant, c'est d'avoir un peu une comparaison entre ce qui se passe en France et ce qui se passe dans les milieux internationaux, l'interaction entre les économistes et la décision de politique économique dans d'autres pays que la France, et comment on se situe par rapport à d'autres pays. Donc François a une grosse expérience aussi en France, notamment donc au CAE bien sûr, au Conseil des finances publiques, et il était président du comité d'évaluation du RSA, il est président du Conseil des experts du SMIC, je crois. Fini, voilà. Donc voilà, donc grosse expérience à la fois en France et à l'international, et puis connaissant bien sûr parfaitement le milieu académique. François, c'est à toi. Merci. Écoute, je suis pas sûr que je ne devrais pas quitter immédiatement la salle après tout ce que tu as dit, parce que je vais forcément décevoir dans ce que je vais dire. Mais d'abord, merci de l'invitation, et puis c'est évidemment un plaisir d'être là pour fêter un 20e anniversaire d'une institution qui a vraiment fait ses preuves. Et je trouve que c'est formidable d'être assis à côté de Pierre Alain, qui était évidemment le pionnier dans cette affaire. Et puis c'est aussi extraordinairement agréable de voir autant de visages familiers dans la salle. Première remarque sur la présentation qui a été faite, la note. Je pense que la note est très très bien faite, et j'aime beaucoup la distinction qui est faite un peu dès le départ entre la notion de chercheur et la notion d'expert. Je crois qu'effectivement c'est une distinction qui est absolument essentielle. Il y a des chercheurs qui sont des experts. Certains peuvent être de bons experts. Tous ne le sont pas. Il y a des chercheurs d'ailleurs qui ne sont pas du tout intéressés par l'expertise et par le fait de donner des conseils ou d'essayer de juger de décisions à prendre dans des circonstances particulières. Et puis il y a des experts qui sont qualifiés, qui suivent, lorsqu'ils sont sérieux, l'évolution de la recherche, et donc sont capables, ou devraient être capables, de mettre en œuvre ou de modifier un certain nombre de leurs pratiques lorsque la recherche indique que telle idée reçue n'est pas forcément universelle, ou qu'il faut remettre en question tel ou tel instrument d'analyse. Donc cette distinction me semble très bonne. On la voit fonctionner très bien dans le cas de la France. Je dirais que dans d'autres pays, il est possible qu'il y ait un rôle un peu plus grand, et c'est le graphique que tu as montré tout à l'heure, un rôle un petit peu plus grand qui soit donné aux chercheurs par rapport à la France. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un chercheur soit un bon expert ? Au total, je crois qu'il faut pas mal de choses. Et il me semble que l'évolution de la recherche en économie fait que ces conditions peuvent devenir de plus en plus exigeantes. Je crois qu'il y a une obligation de publication qui est absolument énorme dans le monde de la recherche tel qu'il est vécu aujourd'hui, et qui fait que les premières années, ou pratiquement les 2 premières décennies d'une vie de chercheur doivent être concentrées sur l'obtention de publications de haut niveau. Étant donné aussi l'évolution de la discipline et l'espèce de balkanisation qui a lieu dans la discipline, ça signifie que les publications sont souvent sur des sujets extrêmement pointus. Et ça ne prépare pas vraiment à l'expertise. Ça donne des spécialistes incroyablement pointus sur un certain nombre de sujets qui vont être, on peut l'espérer, consultés par les experts, mais ça ne donne pas des experts. Je crois qu'à un moment ou à un autre, il faut que ces chercheurs aient le courage de dire, bon, voilà, les publications, c'est très bien. D'ailleurs, en fait, elles ne sont pas toujours très très bien non plus, il ne faut pas exagérer. Mais il y a aussi autre chose.
Et il y a aussi le fait que la discipline dans laquelle j'ai décidé de me spécialiser doit avoir des implications en termes pratiques, en termes de politique, en termes de décision, en termes de guide pour des sociétés. Et donc, je dois effectivement m'investir dans cette partie. C'est une décision qui n'est pas très facile à prendre. Et pour le faire, je crois qu'il faut aussi avoir une certaine diversité dans ses expériences de recherche. C'est-à-dire que quelqu'un qui est uniquement spécialisé sur un petit domaine ne verra pas les problèmes qui se posent à côté. La plupart du temps, les problèmes réels qui se posent aux décideurs sont des problèmes multi-champs. On doit en même temps mobiliser peut-être de la macro, mais aussi de la micro, mais aussi de la finance publique. Et donc ça demande une certaine agilité de la part du chercheur pour pouvoir faire le lien entre ces différents éléments. Je crois aussi que on demande de la part d'un chercheur qui devient un expert, on demande aussi une capacité à dialoguer avec les politiques, avec les décideurs, ou avec les experts qui sont auprès des décideurs. Et je pense que les exemples donnés par Odile tout à l'heure étaient très très bons de ce point de vue-là, quand elle parlait des académiques qui arrivaient dans des cabinets ministériels. C'est très exactement ce genre de choses. Mais il faut que les chercheurs soient capables de prendre en compte le côté strictement politique des choses. Et le fait que, et je me réfère de nouveau à l'expérience dont parlait Pierre-Alain tout à l'heure, l'expérience qu'on a eue en commun avec cette histoire de création de la prime pour l'emploi avec le gouvernement Jospin. Je veux dire que j'étais un peu en première ligne du côté académique, et je veux dire que j'étais assez stupéfait de voir l'importance du capital politique que devait engager un réformateur pour faire aboutir une réforme. Et si de l'autre côté, du côté de l'expertise, du côté du chercheur, il n'y a pas une maîtrise très profonde du sujet qui est en débat ou qui est le thème de la réforme, à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut une très grande force intellectuelle qui équilibre la demande la fourniture de capital politique qui vient avec ça. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose que j'ai constaté dans le cas précis que je viens d'indiquer, mais que j'ai constaté aussi de façon générale à la Banque mondiale et en discutant avec mes collègues du Fonds monétaire, qui sont souvent peut-être plus exposés que ceux de la Banque mondiale directement à la décision un peu rapide sur, notamment en macroéconomie. Je pense que ce côté politique est absolument essentiel, et si le chercheur ne comprend pas ça, je crois qu'il va manquer quelque chose, ou son discours va rester uniquement un discours technique, qui éventuellement va donner des idées, mais qui ne va pas nécessairement aider le décideur. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Et un autre élément aussi qui me semble être important dans l'avantage que les chercheurs peuvent avoir dans ce domaine du conseil ou de l'expertise, c'est le recul qu'ils ont par rapport aux produits de la recherche. Je crois que ça demande effectivement pas mal d'expérience, mais on se rend compte avec l'habitude que toute nouvelle recherche, même si elle peut être de temps en temps spectaculaire, n'est pas forcément quelque chose qu'on doit utiliser immédiatement. Je veux dire que l'expérience que j'ai eue à la Banque mondiale et aussi en regardant les gens du Fonds monétaire était de ce point de vue-là assez extraordinaire, parce que on a d'abord un nombre d'experts de bon niveau, et en plus des experts qui la plupart du temps ont été formés par la recherche, puisque la plupart du temps ces gens ne viennent pas de grandes écoles, de grands corps, ces gens viennent de PhD, et donc ils ont une expérience au départ de recherche. Mais peut-être à cause de ça, ils ont aussi tendance à absorber ou à accepter des résultats comme
la vérité absolue parce qu'elle vient de personnalités du monde de l'économie académique, alors que de temps en temps, c'est une proposition, c'est un résultat qui a été trouvé à travers un certain nombre de régressions, mais ça n'a certainement pas une qualité universelle. Et j'ai vu le travail de mes prédécesseurs à la Banque mondiale, comme Joe Stiglitz et Nick Stern, et ce qui a été aussi mon cas, être obligé de dire aux experts de la banque ou du Fonds monétaire, attention, cette règle que vous pensez universelle, elle ne l'est pas, et si vous appliquez ça de façon indifférenciée, vous allez produire de véritables catastrophes. Et ces catastrophes, elles ont eu lieu. Quand, de façon assez bureaucratique, la Banque mondiale s'est engagée dans ces programmes d'ajustement structurel basés sur ce qui a été appelé plus tard le consensus de Washington, dans certains cas, les décisions étaient parfaitement valides et justifiées. Dans d'autres cas, elles étaient d'une très grande stupidité. Et convaincre les gens de cette nuance qu'il est important d'amener dans le conseil que l'on donne est quelque chose qui n'est pas très commode. Je ne sais pas exactement quel est l'équivalent de cette relation dans la relation entre académiques et experts plus administratifs dans le cas français ou dans d'autres pays développés, mais je peux dire que c'est un problème assez grave dans ces organismes internationaux où on a tout de même un groupe d'experts extrêmement large. Donc voilà pour le rapport expert-chercheur et chercheur-décideur. Je voulais dire un mot, et oui, le temps file très vite, un tout petit mot sur la question des médias. Je trouve que c'est une question extraordinairement importante et je dois dire que ma propre vision des choses est plutôt pessimiste sur l'évolution du dialogue sur l'économie à travers les médias. Il y a cette volonté d'une part de simplifier énormément les choses. Je comprends très bien qu'il faille simplifier pour faire passer des idées auprès du public et certainement le jargon des économistes n'est pas une très très bonne chose, mais non seulement les économistes devraient faire des efforts, mais les journalistes devraient aussi faire des efforts dans la traduction, dans la bonne traduction, et la traduction qui est donnée n'est pas toujours la bonne traduction. Et puis je suis aussi frappé par le fait qu'il y a tout de même une recherche de l'affrontement entre différentes idées qui est relativement important. Donc, quelque part, on se dit, mais de quoi on parle? Est-ce qu'on est en train de parler d'économie ou est-ce qu'on essaye de provoquer des chocs entre différentes visions de l'économie? Et si c'est la deuxième explication, c'est dramatique parce qu'effectivement, on contribue non pas à une pédagogie de l'économie, mais on contribue exactement à son contraire. Et il est frappant de voir, et je crois que l'élection à laquelle on a assisté dernièrement est un bon exemple, il est frappant de voir le nombre d'assertions qui ont pu être faites de part et d'autre, qui étaient des imbécilités pures, qui n'avaient strictement aucun sens, et néanmoins avaient droit de citer. Et quand je vois ça, je me dis, mais finalement, comment le public peut-il se reconnaître dans tout ça? Quand quelqu'un me dit, vous avez telle opinion, mais je connais des experts qui ont l'opinion inverse, donc finalement, mes experts sont aussi bons que vous ou que les vôtres, qu'est-ce qu'on répond à ça? Et il me semble qu'on va de plus en plus dans cette direction-là, et je crois que c'est relativement grave, et donc il me semble que dans la ligne des recommandations qui étaient faites à la fin de la note, il me semble très important qu'il y ait une concertation plus approfondie entre le monde des médias, le monde académique, le monde des experts en économie, pour essayer de calmer peut-être le jeu et essayer d'être plus constructif et de faire passer des idées qui sont des idées basées sur des faits réels et non pas sur des élucubrations.
Merci beaucoup François, merci. Donc j'imagine qu'Emmanuel aura envie de répondre, mais je voudrais donner la parole à la salle. Donc si vous voulez donner une expérience, réagir, contredire, la parole est à vous. On va prendre un volant et puis vous répondrez rapidement, ça vous va? Un volant de questions. Alors il y en a beaucoup, donc si vous pouvez être court. Je commence peut-être. Pierre Jaillet, Banque de France. Le débat était extrêmement riche, mais j'ai trouvé qu'on était un tout petit peu dans le déni, notamment sur la partie qui concerne le poids des économistes dans la décision publique. Alors il y a une statistique extrêmement intéressante, qui est que l'influence directe est 4 fois moins ou 3 fois moins importante en France qu'aux États-Unis. Mais je crois qu'on est passé un petit peu à côté d'une chose qui est le mode de sélection des élites, qui est ce qu'il est en France, et qui donne un poids extrêmement important dans la sélection des responsables, que ce soit le ministre des Finances ou le gouverneur de banque centrale, un mode de sélection qui soit purement politique, soit purement technocratique. Alors ensuite, je ne dis pas qu'il y a des mauvais ministres, il y a des ministres des Finances qui ne sont pas économistes, qui sont excellents, il y a des gouverneurs qui ne sont pas des économistes professionnels, qui sont excellents. Mais le fait est qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Je veux dire, je renvoie aux travaux de Suleiman dans la sélection des élites françaises, qui est quand même très spécifique par rapport aux autres. C'est très difficile en France d'imaginer l'émergence d'un John Taylor, d'un Ben Bernanke ou d'un Larry Summers aux plus hautes responsabilités dans le domaine économique. Et donc il y a un petit risque derrière, sans doute, qui est, même si je suis tout à fait d'accord avec Pierre-Alain Muet sur le fait qu'il ne faut pas mélanger l'expertise et le conseil économique avec le choix politique, le petit risque, c'est de marginaliser les économistes un petit peu sur la durée, en ne leur donnant pas les responsabilités finalement, en ne donnant pas les responsabilités, on les rend tout un peu irresponsables, pas forcément dans un sens péjoratif, mais enfin c'est un petit peu les cantonner dans un rôle de conseil. Merci Pierre. Ici. Je vais en profiter. Laurent Clerc, Banque de France aussi. J'ai une question juste rapide dans les comparaisons internationales et le rôle des économistes. C'est un point qui a été éludé, c'est le rôle du financement de la recherche. Je voulais savoir si c'est quelque chose qui vous paraît pertinent ou pas. Oui, Jean de Kervas-Zoé. Vous avez fait, madame, une remarque très juste tout à l'heure en disant que quand les choses arrivaient à Matignon, c'était trop tard. Oui, vous avez dit qu'on présentait au ministre quelque chose dans lequel il n'y avait pas de choix, ou peu de choix. Et j'ai vécu ça. Mais comment voyez-vous les uns et les autres l'irrigation de la pensée économique dans l'administration? Parce que au moins dans les administrations sociales, le raisonnement dépasse rarement la règle de 3. Donc, Bonjour, donc Vincent Schrecky, moi j'étais membre du CAE en tant que directeur général du Centre d'analyse stratégique et j'ai participé au débat du CAE que j'ai trouvé absolument passionnant, mais je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait adapté à tous les premiers ministres. En tout cas, avec Christian de Boissieu, on a eu un mal de fou à intéresser François Fillon, en tout cas à participer directement à ce genre de débat. Et je pense que c'est en partie parce qu'il faut une certaine tournure d'esprit. Alors Lionel Jospin l'avait manifestement, Jean-Marc Ayrault, etc. Mais quand vous êtes un Premier ministre, que vous avez très peu de temps, que vous avez besoin de prendre des décisions toutes les minutes, qu'il faut aussi gérer la majorité, passer 2 heures dans un débat où on vous présente une question et puis il y a 40 personnes qui énoncent 50 opinions différentes, parce que même ceux qui sont bien avis disent mais en fait les données sont quand même pas absolument certaines, donc on pourrait aussi penser le contraire, font que c'est quand même difficile d'arriver à la conclusion. Et je pense que pour intéresser la décision publique au débat économiste, il faut quand même un travail de médiation. La plupart des politiques, on ne peut pas les soumettre directement au débat, en tout cas au-delà d'un certain niveau. Ils peuvent toujours déléguer leur conseiller économique de cabinet qui, lui, va être très content de passer 3 heures à discuter de ça. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une conclusion.
Et c'est d'autant plus vrai que, justement, ça a été un peu cette caricature que sur n'importe quel sujet, de toute façon, on trouvera toujours deux experts qui disent deux choses différentes, fait que finalement, ça démonétise la parole économique. Alors que la réalité, bon, ce sera le sujet de la table ronde suivante, donc, mais il y a quand même beaucoup de sujets où il y a, sinon un consensus, en tout cas, on est capable d'avoir une majorité d'économistes qui disent des choses et qui sont des choses qui sont utiles à entendre pour les politiques. Je trouve que l'exemple qu'a pris Pierre-Alain Muet des permis de polluer est excellent. On peut toujours trouver des experts qui disent tout, mais enfin 95% des économistes pensent qu'il vaut mieux des taxes pollueurs-payeurs ou des permis de polluer qu'un système normatif. Et ça peut être expliqué à un politique qui sinon va dire je vais quand même pas donner un droit à polluer. Donc je pense qu'il y a quand même là quelque chose à réussir. On avait essayé de le faire avec l'articulation entre le CAE, qui était plutôt une sorte de lieu de débat ouvert, même si ensuite il y avait des rapports qui arrivaient à des conclusions, et le centre d'analyse stratégique qui aboutissait plutôt à des notes qui étaient censées participer à la décision publique. Je ne sais pas si c'est le bon schéma ou s'il y en a d'autres, mais d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il faut absolument avoir ce canal où on a quelque chose qui part de l'analyse économique, mais pour arriver à de l'aide à la décision, pour que ce soit quand même utile aux politiques. Merci. Alors, on a beaucoup de questions. Oui, très très court. Oui. Oui, Alain Lipietch, c'était la première promotion du Conseil d'analyse économique. J'ai beaucoup aimé la note de présentation, mais j'aurais même deux remarques. Premièrement, les canaux de communication entre la recherche et le monde politique sont un peu plus larges que ce que vous avez analysé. Il y a d'abord l'élection pure et simple. J'ai passé 10 ans dans la Commission économique et monétaire du Parlement européen. Je peux vous dire que c'était à peu près le même niveau de débat que dans le Conseil d'analyse économique. On faisait venir des collègues, vous êtes venus d'ailleurs, mais il faut bien voir qu'une directive au Parlement européen, c'est 3 à 4 colloques du même genre. Et c'est souvent des gens qui sont eux-mêmes dans leur profession, parmi soit des chercheurs, soit des experts parmi les plus pointus. Autre canal, tout simplement la participation des économistes à leur propre parti politique. Quoi qu'ait fait semblant de croire Pierre-Alain Muet, si Dominique Voynet a accepté les tradable permits, je ne me rappelle plus comment ça se dit en français déjà, les écotaxes, c'est essentiellement par la tapirisation par les économistes à l'intérieur du Parti vert, et pas tellement parce que le Premier ministre se souvenait vaguement d'une note du Conseil d'analyse économique. Alors, deuxième grand problème, j'ai pas du tout compris ce que vous dites sur la pluridisciplinarité. Enfin, bon, j'ai fait plusieurs rapports au Conseil d'analyse économique, elles sont forcément pluridisciplinaires. Enfin, l'économie parle de quelque chose. Par exemple, j'ai fait celui sur l'économie politique des écotaxes. Application au diesel. Le grand débat, est-ce qu'on alignait la taxation du diesel sur celle de l'essence? Alors, évidemment, l'aspect strictement économique, quand on augmente le prix du diesel, plus personne n'a intérêt à acheter des moteurs diesel, quoi, et que les gens vont moins rouler. Bon, c'était évident. Le problème, c'était l'aspect médical. Est-ce on prend au sérieux les avertissements des médecins qui disaient que c'était cancérigène? Et deuxièmement, l'aspect sociologique qui a été évoqué par ailleurs, c'est-à-dire que si on augmente le prix du diesel, les fameuses classes populaires qui vivent à la campagne parce que c'est moins cher se retrouvent complètement coincées et vont voter Front National. C'était ça le débat, et c'était ça que mon rapport devait prendre en compte avec on a choisi de ne rien faire au prix de 40 000 morts par an pour ne pas gêner justement ces gens qui vivent à la campagne et roulent au diesel, mais enfin, c'était quand même de la pluridisciplinarité dès le début. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va arrêter là les questions, malheureusement, mais il y aura une deuxième salve lors de la deuxième table ronde. Je vais vous demander de répondre brièvement. Un certain nombre d'interventions n'étaient pas des questions, d'ailleurs, des remarques, donc ça va vous gagner du temps. Oui, sur l'administration économique, l'une des idées qui a été à l'origine du Conseil d'analyse économique, c'est de dire on va s'appuyer sur les travaux des administrations parce qu'il y avait des travaux extrêmement riches qui ne sortaient jamais, qui n'étaient jamais publiés. Et dans les rapports du Conseil d'analyse économique, c'était vrai aussi dans la période où Christian était président, il y avait toujours des contributions d'économistes de l'administration qui étaient extrêmement riches et qui montrent qu'il y a d'excellents économistes dans l'administration. D'ailleurs, quand on connaît leur formation,
comprend la qualité aussi qui existe dans l'administration. L'autre question qui est comment intéresser un Premier ministre oui, à 1h30 de débat. Il faut préparer énormément les choses. Il faut surtout que les rapports soient programmés exactement au moment où le Premier ministre se pose cette question. C'est-à-dire juste avant que l'administration amène des documents tout faits, mais au moment où il commence à être concerné par le sujet. Et je trouve que l'intérêt que l'animateur du Conseil d'analyse économique soit membre du cabinet, c'est que c'était une grande partie de mon travail, c'est-à-dire baignant continuellement à la fois dans les décisions économiques et du Premier ministre et dans l'agenda, j'essayais de programmer les réunions du Premier ministre au moment où je savais que ce sujet arriverait dans l'agenda. Autrement, c'est précieux le temps d'un Premier ministre. On ne peut pas lui demander d'écouter un long débat sur un sujet qui n'est pas dans l'agenda. Donc, c'est pour ça que je pense que ça a dû exister aussi sous une autre forme dans les conseils d'analyse économique suivants. Mais je pense que c'est extrêmement important que le décideur politique ait un contact avec les économistes. Simplement, il faut demander aux économistes ce qu'on leur demande quand ils s'expriment dans des radios, c'est-à-dire d'être très concis, de s'exprimer d'une façon très claire. Et ça demandait beaucoup de préparation. Moi, entre la réunion de 3 heures du tour de table du Conseil d'analyse économique et la restitution au Premier ministre, en général quelques mois après, il y avait un travail qui était fait avec chacun des membres pour que le Premier ministre en retienne l'essentiel. Mais je me souviens, il faut aussi tomber au bon moment. Il y a des moments où Matignon, c'est une maison qui subit tout le stress de la politique. Donc ça n'est pas très facile de trouver le bon créneau pour qu'un Premier ministre consacre du temps à ces sujets. Sur la remarque de Pierre Jaillet, c'est vrai qu'il manque dans l'administration économique à des postes de responsabilité des économistes professionnels. Et je pense qu'à la Banque Centrale Européenne, on a vu ce que pouvait apporter une personnalité comme Mario Draghi dans un contexte où il fallait prendre des décisions qui n'étaient pas toujours écrites dans les textes. Et je pense que c'est important aussi. Oui, simplement deux petits mots sur l'administration économique et leur maîtrise de la règle de 3. Tout de même, mon expérience avec l'administration économique va quand même beaucoup plus loin que la règle de 3. La chose que, enfin, il me semble que la plupart du temps, personnellement, j'ai eu affaire à des gens qui étaient extrêmement qualifiés et qui faisaient un excellent travail. La seule chose, c'est que ils n'avaient peut-être pas complètement absorbé les derniers apports de la recherche, ou bien ils se reposaient sur une série d'articles, certains articles, sans avoir peut-être été jusqu'au bout de l'analyse ou de la critique de ces articles, et en ayant négligé éventuellement d'autres aspects. Et de ce point de vue-là, la présence d'un académique auprès d'eux est très très importante, parce qu'effectivement, il y a une couverture beaucoup plus large de l'ensemble de la littérature. Et donc c'est ça, ce serait ça éventuellement le reproche que je pourrais faire. Mais sans ça, en tout cas en France, je trouve que le niveau est extrêmement élevé. De nouveau, j'ai un peu d'expérience dans des pays moins développés que la France. Là, les choses sont souvent complètement dramatiques, parce qu'il faut en fait faire de la pédagogie auprès de gens qui sont supposés être les experts auprès des ministres. Et deuxième point, je ne peux évidemment que souscrire à la proposition qui est faite d'augmenter le financement de la recherche. C'est un lieu commun de dire que on est complètement sous-financé, qu'il y a une capacité considérable d'innovation en France qui n'est peut-être pas exploitée simplement par manque de financement. Donc ça joue un rôle certain. Il serait peut-être intéressant de regarder s'il est possible d'avoir peut-être des contrats de recherche définis de façon relativement générale plutôt que de façon extrêmement ponctuelle, ce qui est souvent le cas, et ce qui permettrait peut-être de susciter
vocation à l'intérieur d'un certain nombre de centres de recherche. Je crois que c'est quelque chose qui est à fouiller, mais oui, on a besoin de financement supplémentaire. Merci François. Emmanuel ? Très rapidement, non pas aux questions de la salle, mais sur la remarque de François Bourguignon. Alors, c'est vrai, il y a deux choses en fait. On ne peut pas dire ça de tous les médias. Et c'est vrai que la presse écrite a un gros avantage, c'est qu'elle ne tombe pas dans ce travers de l'immédiateté, du débat sanglant pour avoir du sang. Je veux dire, la presse économique spécialisée, les Échos, enfin je ne vais pas tous les citer. Voilà, là c'est... Et on a un autre support. Nous, en médias audiovisuels grand public, malheureusement, on donne ce que les gens attendent, quoi. Voilà. Et c'est un tort, c'est vrai, c'est clair. Alors aussi, là, on peut faire des différences. Il y a des médias très grand public qui vont sur l'affrontement volontaire, même s'il n'en sort strictement rien, ça c'est clair. On voit des chaînes d'information continue qui sont en permanence là-dedans. Après, nous, je sais, pour parler de France Info, on a un débat notamment le dimanche soir avec le Cercle des économistes, avec les think tanks. Bon, on a 20 minutes, c'est pas beaucoup, mais on n'est pas dans le sanguignolant pour dire, voilà, on essaie d'approfondir les choses. Et voilà, c'était essentiellement ça. Mais c'est vrai que c'est un challenge et je pense pas que ça va aller, vu la multiplication, la multiplicité des médias. Chacun veut tirer l'audience à soi et c'est sûr que quand ça s'engueule, c'est plus vendeur que quand c'est plat, quoi. Voilà, c'est tout le drame. Merci Emmanuel. Peut-être 3 petites choses pour compléter. Sur le financement de la recherche, je pense on s'est posé la question des synthèses de la littérature récente sur des sujets de politique économique. Et il y a un défaut, il y a une faille de marché. C'est-à-dire que les chercheurs n'ont aucun intérêt à écrire ça, puisque ça se vend assez mal dans les journaux, sauf top aux États-Unis, mais ce n'est pas forcément les sujets qui intéressent les responsables politiques français. Donc, qui pourrait financer donc là, on voit un sujet sur lequel il pourrait y avoir, on pourrait bouger. Alors, nous, notre expérience CAE, c'est quand on va au ministère des Finances, donc on a toujours un accueil très bon d'ailleurs. On rencontre des gens qui pensent un peu, qui comprennent ce qu'on dit en tout cas. On a un échange assez fouillé. Quand on va dans des ministères sectoriels, c'est assez différent. On se heurte à une culture qui est souvent extrêmement différente. Et donc, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus intéressant puisqu'on a vraiment l'impression d'apporter une voix différente, donc qui peut être rejetée en bloc, mais qui, comme disait Odile, sème quelques graines qui, on l'espère, pourront éventuellement s'épanouir plus tard. Alors sur le Parlement européen, oui, le Parlement européen est très actif, commande beaucoup d'études à des académiques avant de prendre des décisions. Malheureusement, comme c'est aussi une bureaucratie, ça m'est arrivé d'aller présenter des résultats alors que la décision avait déjà été prise. Le vote avait déjà eu lieu. Donc, c'est pas non plus forcément toujours le modèle. Et sur la pluridisciplinarité, je pense que l'exemple d'Odile était très bon, c'est-à-dire cette question de concurrence dans la distribution. On aimerait bien que des géographes écrivent aussi une note, mais on ne va pas s'improviser géographe. C'est un peu ça notre problème. C'est-à-dire que je pense qu'on se diluerait. On s'est dilué à vouloir prendre en compte les aspects juridiques, les aspects sociaux, les aspects géographiques, où on n'est pas compétent. Et donc on peut faire appel à des personnes compétentes, mais c'est un travail, là dans les 3 mois, c'est difficile à faire. Donc je pense que là on peut progresser. Il y a eu des tentatives de faire un conseil d'analyse de la société, par exemple. Ça n'a pas véritablement fonctionné, mais on pourrait imaginer quelque chose plus construit qui permette... il y a le France Stratégie qui permet de faire ça aussi, mais c'est de la recherche interne qui est faite, qui est produite, donc c'est pas tout à fait le même modèle. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. Le CAE n'est pas pluridisciplinaire, on ne peut pas dire ça, donc c'est un défaut. On se conçoit comme une pierre dans un débat où d'autres apporteront une pierre et qui est tout aussi légitime et intéressante que la nôtre. Mais simplement, on ne peut pas tout embrasser. Enfin, c'est en tout cas le point de vue qu'on a adopté. Bon, merci beaucoup pour votre participation.